Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous sommes tous et toutes heureuses de vous recevoir. Et fidèle au poste, Nathalie. Absolument. Hélène aussi. Bonjour. Et donc, Hélène, tu nous as invité Un une danseur. personne intéressante. Voilà, c'est assez rare d'ailleurs, on n'a pas eu tellement de danseurs. Si, on a des danseurs, mais je le connais et c'est un très bon danseur. Oui, on a eu des danseurs. En tout cas, il a fait, alors moi je le découvre à cette occasion, donc Mitya Fedotenko, ça se dit comme ça? Exactement, bonjour. Voilà, bonjour Mitya. Donc tu es danseur, chorégraphe, performeur. Tu viens de Russie. Tu es installé depuis assez longtemps maintenant à Montpellier. Ça fait 26 ans. Voilà. Et tu as commencé donc la danse très très tôt dans ton pays. Et puis à un moment donné, tu as eu l'occasion de continuer à te former en France. D'abord à Angers au CNDC. CNDC. Centre national danse contemporaine. D'accord. L'école supérieure de danse contemporaine en France. Voilà. Et puis après, tu as continué à Montpellier. Où tu as fini par t'installer et tu as créé la compagnie Autremina. Tout à fait, ouais, en 99. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire Autremina Pourquoi Autremina C'est un mot qui est codé. Autre, c'est autre, on le comprend bien en français, autre. Oui. Mina, c'est mi, moitié en français. Na, en russe, ça veut dire tiens. Et ça veut dire qu'il y a un sens de partage qui est très important. Puis mina, c'est aussi une expression de visage, une mine. C'est une autre expression de visage. Mina, c'est aussi une bombe. Tu as travaillé dur pour trouver tous ces... Une fois qu'on parle de la Russie, on parle souvent d'agression, quelque chose d'effrayant. J'avais envie de créer une autre bombe, une bombe culturelle. Ouais. C'est pas la même bombe quand même. Exactement. C'est une bombe pacifique. Surtout. Oui, parce qu'avec toi, c'est vraiment il y a l'art qui est mêlé à l'histoire. Enfin, il y a plein de. Tu as fait énormément de spectacles, de tournées. Tu fais, en fait, c'est vraiment autour de la danse contemporaine. Est-ce que tu peux nous, parce que moi, je vais en parler moins bien que toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, ton parcours et qu'est-ce que tu fais avec la danse contemporaine que tu appelles, pour toi, c'est un art universel qui s'adresse à tout le monde, qui. Je vais essayer de synthétiser. Hein. Ouais, c'est pas évident. Oui, effectivement, moi, ayant plusieurs formations au départ, architecte. En plus. Je suis aussi maître des arts martiaux. Je suis aussi participé dans le championnat de la Russie en taekwondo, 3e place. J'ai rien compris là. Russie. J'ai rien compris de ce que tu as dit. La dernière phrase. Taekwondo, c'est les arts martiaux. Voilà. J'ai aussi une formation de dresseur de chiens, psychologie des animaux. Mais finalement, j'ai choisi la danse comme un art universel avec lequel on peut s'adresser au-delà de la langue. Voilà, c'est un langage universel. Comme la musique, comme la musique, comme la peinture. Vous êtes plusieurs, tu as une école ? Non, je n'ai pas d'une école de danse, ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs. Je vais peut-être expliquer après pourquoi. J'ai plutôt une compagnie, ici, à Montpellier, qui est basée à Montpellier, donc qui s'appelle Autremina. C'est de ça, donc. Que je vais déchiffrer tout à l'heure. Donc, cette compagnie, elle existe depuis 99. Donc, ça fait plus de 23 ans, déjà, que la compagnie existe. Avec les mêmes ? Non, c'est jamais les mêmes personnes. On va dire, je ne sais pas si vous connaissez le statut d'intermittent en spectacle. Si. Donc, c'est des artistes qui, selon les pièces, selon les projets qu'on engage, par rapport à ce qu'on a envie de développer, par rapport au propos, voilà, d'une pièce à l'autre. Il y a certains qui travaillent avec moi depuis 23 ans. Il y a d'autres qui viennent d'arriver. Il y a en tout, il y a dizaines, même douzaines de nationalités. Entre les Français, Japonais, Espagnols, Lituaniens, Ukrainiens. Parce que moi aussi, j'ai des racines ukrainiennes. Voilà. Et
selon les projets qu'on développe. Il y a des projets qui sont destinés exclusivement pour les théâtres, pour les espaces dits conventionnels. Il y a d'autres projets qui sont destinés à être joués en plein air. Oui, parce que il y a des performeurs aussi qui. Il y a des performeurs qui participent dans mes projets. Voilà, et puis certains projets qui sont joués exclusivement en France parce que, par exemple, on utilise les paroles, le texte, et puis d'autres qui sont universels, qui peuvent être joués en Corée, en été, en Portugal, un peu partout dans le monde. Donc il y a cette compagnie, Autre Mina, et tu as aussi créé, alors je ne sais plus à partir de quand tu l'as créé, mais une plateforme destinée à la danse contemporaine que tu ne trouves, apparemment, ça existait déjà dans d'autres pays, mais pas en France, bizarrement. Oui, on me pose souvent cette question, qu'est-ce que c'est la plateforme? Parce que souvent on a une association, une entreprise, un starter qui aide à diffuser tel ou tel produit. Plateforme dans un sens européen, parce qu'il y en a des plateformes en Düsseldorf, en Allemagne, ou à Barcelone. C'est quoi le but de cette plateforme du Plateforme, en 2-3 mots, c'est une vitrine qui montre le meilleur produit national. Dans notre cas, c'est la danse. Donc, la plateforme Danse Platforma, elle existe depuis 2019. On l'a créée avec ma partenaire Nathalie Brun, qui travaille avec moi depuis plus de 18 ans. Voilà. Au départ, c'était une plateforme, selon mes origines, qui a eu une but de promouvoir les compagnies de danse contemporaine, pas de la danse classique, danse contemporaine russe. Depuis 24 février, depuis l'invasion d'Ukraine par la Russie, on a arrêté toutes les relations avec la Russie officielle, avec toutes les structures officielles, mais on continue à maintenir le lien avec les artistes russes. Ce qui est à mon sens très important parce que, encore une fois, pour moi, la culture et la danse, c'est une passerelle qui permet de continuer le dialogue en dehors de tous les conflits, en dehors des conflits politiques. Ouais. Donc c'est cela surtout. C'est en ça que je disais un petit peu maladroitement qu'on parle d'histoire aussi avec toi, parce que voilà, forcément on est là-dedans et dans le fait par la danse, tu as envie aussi de rassembler, de rapprocher les peuples, que ce soit les Russes, Ukrainiens, et puis toute l'Europe de l'Est aussi, et puis aussi amener les gens, et notamment la France, à regarder un petit peu plus du côté des pays de l'Est, parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent en danse, mais aussi dans tous les autres arts. Dernièrement, j'ai regardé pas mal de films, du coup, polonais, roumains et tout ça. C'est vrai qu'il y a des très belles choses. Mais en danse, il y a très peu de choses. Je pense qu'à Montpellier, vous connaissez tous le festival Montpellier Danse, depuis 40 ans. Ouais. Mais finalement, il n'y a aucune compagnie de l'Europe de l'Est, même, on va dire, même pas seulement russe ou ukrainien, mais aucune compagnie de l'Est qui est diffusée. C'est le but un petit peu de cette plateforme aussi, de mettre en valeur. Et on va quand même parler de ce qui va se passer dans une semaine. Donc, je vous invite déjà à aller voir donc c'est où on aura les informations sur ce festival que tu vas organiser. Donc, nous avons 2 sites internet. Premier site, c'est autremina.net, tout attaché, autremina.net. Ça, c'est le site de la compagnie qui est plutôt censé de promouvoir les pièces de Mitya Fedotenko. Et puis, un autre site qui s'appelle Danse Platforma, tout est attaché, .com. Ça, c'est un site qui surtout met en lumière nos actions du festival. Donc, donc on peut y retrouver toutes les informations de tout ce que tu as. On est un peu pris par le temps, mais dans une janvier. Donc ça va commencer le 24 janvier, c'est ça? Le festival commence le 23 janvier. 23 janvier. Voilà, il dure une semaine jusqu'au 28 janvier. Les lieux principaux, c'est théâtre Jean-Claude Carrière de Domendo, qu'on connaît par Printemps de comédiens, surtout, par un grand festival. Mais il y a aussi Maison des Relations Internationales qui nous soutient. Nous travaillons aussi avec le Cité des Arts, c'est une nouvelle conservatoire.
de musique et de danse. Donc ça va se faire, ce festival va se produire, va se proposer dans différents Différents endroits. lieux. Des spectacles, après les spectacles, l'occasion d'échanger avec les artistes. Il va y avoir aussi des actions en direction des élèves, des élèves des jeunes danseurs, parce que Montpellier est riche. Voilà. Il y a plus de 40 de compagnies qui sont implantées. Des jeunes chorégraphes aussi. Des jeunes chorégraphes. Les professionnels, et aussi il y aura des choses pour les amateurs. On propose des ateliers pour les amateurs. C'était la question, est-ce qu'on peut commencer la danse et à quel âge? Donc, quand on veut. Vous pouvez venir. Il y a un atelier qui va être organisé par un chorégraphe polonais. Et il y a un autre atelier qui va être proposé pour les professionnels par un chorégraphe ukrainien. Ouais. Moi aussi, je vais donner un atelier. Plein de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Il y a des tables rondes, ça c'est important. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir sur votre. Donc le programme va être édité d'ici la fin de la semaine. C'est dans une semaine et voilà, allez voir parce qu'il y a plein de belles choses proposées. Voilà, et c'est très bientôt. Et il y aura les dates sur les réseaux. Oui, il y aura tout. Voilà. Il y a tout. Et en ville, vous allez voir une affiche. Voilà. Aussi. J'espère. Voilà. Donc et vraiment, les flyers, ils vont être distribués dans toutes les maisons pour tous. Et donc des artistes ukrainiens, polonais, roumains, dissidents russes aussi. Oui. Et le but, c'est de soutenir tous ces gens qui ont besoin de soutien dans cette période compliquée. Donc voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. До свидания. До скорого. À bientôt. Ça ressemble un peu au polonais, hein, le russe. Et ukrainien aussi, tout est proche. C'est les langues qui sont proches. Donc, je ne sais pas si les chiffres sont les mêmes. Yaden, Vach, TV, non? Et c'est au tour maintenant de Nathalie. Et d'accueillir, donc bienvenue à Jean-Olivier qui a été très sage. Donc j'avais oublié de lui dire qu'il pouvait parler pendant l'interview parce qu'on on a le droit de parler. Alors, merci beaucoup. Même toi, tu as le droit de parler si tu as envie de. J'ai compris le Jean-Olivier, merci de votre venue. Vous êtes directeur de recherche. Vous êtes directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Et alors notre première question, cher monsieur, qu'est-ce qu'un chercheur et que cherchez-vous? Eh bien, en ce moment, on cherche d'ailleurs aux frontières, puisqu'on est aussi un petit peu artiste. On cherche aux frontières de sciences et arts. Et nous avons créé une association qui s'appelle COSA, entre notre institut, l'Institut Charles Gerhardt Montpellier, l'IES, qui est l'Institut d'électronique et des systèmes, l'ESBA-MOCO, et ainsi que l'ENSAM, une association où nous travaillons aux frontières sciences et arts. Et nous avons eu pas mal d'expositions. Livrées. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de nanotechnologie pour la santé. Alors, vous avez insisté sur le fait que vous exprimiez aujourd'hui comme citoyen sur notre antenne. Et pourriez-vous nous dire pourquoi ? Comme citoyen, oui, parce que le CNRS, je dois avoir un devoir de réserve quand même pour voilà, un comme certain les militaires. Nombre, comme les militaires, voilà. Donc Bien je préfère m'exprimer en tant que citoyen. Secret. Très bien. Vous allez nous faire un petit résumé et nous expliquer ce qu'est l'ARN ou RN messager et qu'est-ce que la nanomédecine et puis nous dire un petit peu donc vos recherches actuelles, s'il vous plaît. D'accord. Donc la nanomédecine, c'est ceci. Alors, des nanoparticules qui vont permettre de vectoriser des médicaments. Vous avez ici un exemple de nanoparticules qui sont photographiées par microscopie électronique à transmission. Elles font 100 nanomètres de diamètre, vous voyez, vous avez, et elles sont poreuses, ce qui permet d'encapsuler des médicaments. Donc, l'ARN messager, il a été découvert dans les années 60 par, je dirais, l'impulsion aussi ou la bienveillance de Francis Crick, qui a découvert la double hélice d'ADN, Et c'est Sidney Brenner, Matthäus Meselson à Caltech, Sidney Brenner était à King College à Cambridge, et François Jacob à l'Institut Pasteur de médecin Montpellier. Biologiste. Voilà. Le prix Nobel également en 65. Oui, à l'Institut Pasteur 65, à Paris. Ouais. Et donc, ils ont découvert l'ARN messager
Et c'est Jacques Monod et François Jacob qui ont donné ce nom d'ARN messager à cette molécule. Et François Jacob, André Le Wolf et Jacques Monod ont obtenu le prix Nobel en 1965 pour avoir découvert la régulation du code génétique. C'est ça, alors tous les trois, hein, tous les François trois, Wolf, oui. François Jacob, Jacques Monod, et en même temps, donc 1965, prix Nobel, alors biologiste, biochimiste, scientifique, biologiste, médecin, chercheur. Ensuite, pour Francis Crick, c'est en 53, un biologiste britannique. Oui, tout à fait. Vraiment, il y a eu beaucoup de prix Nobel suite à cette découverte. À la biologie moléculaire, la biologie, en fait. Oui. Qu'est-ce que ça apporte en fait? Parce que moi c'est un peu du chinois forcément comme pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça apporte en fait j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce que ça... Voilà, alors c'est le lien entre le code génétique, c'est-à-dire les gènes, l'ADN, qui va aller aux protéines. Les protéines qui vont permettre la croissance du corps, qui vont permettre la régulation, qui vont permettre un certain nombre la physiologie du corps. Parce que l'ARN, c'est les précurseurs des protéines. Alors, le précurseur, c'est l'ADN qui va être transcrit en ARN messager. En ARN messager. Et l'ARN messager est traduit en protéines. Donc, ce qu'ont fait les chercheurs en 1990, c'est injecter l'ARN messager dans un liposome, encapsulé. Un liposome, ça fait aussi 100 nanomètres de diamètre, c'est de la nanotechnologie. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait exprimer une protéine à partir de l'ARN messager en l'injectant directement. Directement. Voilà. Mais c'est un peu difficile pour nous qui ne sommes pas chercheurs de comprendre. Alors après, on a tellement d'informations qu'on ne comprend plus rien. Mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau parce que c'est quand même un petit peu plus clair. Vous êtes chercheur au CNRS. Que veut dire donc le C, le N, le R et le S, s'il vous plaît? CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Alors, je sais qu'à Montpellier, vous êtes, je pense, 530 chercheurs, hein, c'est cela? Dans mon institut, oui. Dans votre institut. Et des étudiants en thèse, vous en avez 2, et vous êtes vous-même co-directeur de thèse. Oui. Alors, votre travail, il consiste en quoi? De suivre cet étudiant, voilà. de l'aider, de lui corriger ses devoirs, de le proposer après pour sa thèse. Qu'est-ce que votre travail exactement? Notre travail, c'est effectivement de lui donner son sujet de thèse et de le suivre. C'est vous qui donnez le sujet? Ah, c'est nous qui donnons le sujet de thèse, oui. D'accord. On propose un sujet de thèse et si l'étudiant est intéressé, il vient. Je pensais que c'était l'étudiant qui choisissait sa thèse. Son sujet de thèse. Il choisit son sujet de thèse, mais on propose un sujet et ensuite on en discute. Ah voilà, on d'accord. en discute avec l'étudiant. Très mais bien. on attend tout de même un cadre. Cadre. Comme on travaille sur les nanotechnologies pour la santé, il nous serait difficile, par exemple, quoi qu'on peut le faire aussi, aller vers l'énergie. Oui, bien sûr. Et il faut combien de temps pour qu'un étudiant devienne chercheur C'est 3 ans, une thèse. 3 ans, une thèse. Voilà. Et après, il devient docteur, alors que ça peut être en biologie, en chimie. En biologie, en chimie. En général, maintenant, c'est très pluridisciplinaire. Les sujets sont très pluridisciplinaires, aux frontières de chimie, biologie. Là, pour faire ces nanoparticules, c'est de la chimie, mais ensuite, on les applique à la biologie. À la biologie. Voilà, donc il faut des notions de biologie suffisamment solides aussi. Eh bien, écoutez, je crois que je vérifie un petit peu mes notes pour savoir si je n'ai rien oublié. Parce que, J'ai une question à poser, une question d'un citoyen simple, parce que vous êtes chercheur, donc quelque part, pour moi, vous êtes un peu comme des fourmis, qu'on ne le voit pas. Oui. Et la question qu'on se pose souvent en tant que citoyen, quand tout va bien, on n'y va pas à la pharmacie, on n'y va pas chez le médecin. Mais quand tout va mal, c'est là où tout à coup on se souvient. Oui. Du coup, voilà, ma question est basée là-dessus. Comment on peut sensibiliser les gens? Là, vous venez prononcer une phrase importante par rapport quand on est vacciné, tout se passe, la maladie passe plus facilement. Donc, comment sensibiliser les gens? Bon, bien sûr que cette émission, ça le permet. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres passerelles Oui, par des communiqués de presse, par exemple, dans la presse. Je crois que vous écrivez, vous également. Oui, on écrit, on a fait des communiqués de presse qui sont passés dans les journaux du CNRS et ensuite sur le web.
On peut aussi faire des communiqués dans les journaux tels que Le Monde. En tout cas, c'est très gentil à vous d'avoir pris sur votre temps. Non, parce il n'y a que aucun problème. voilà, et nous vous remercions d'être venus sur ce plateau donc de Love Sisters. Et bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De belles recherches et de belles avancées médicales. Voilà. Merci à vous, Jean-Olivier. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais aller rejoindre le docteur Love Sisters. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour docteur Love Sister. Bonjour chère Myriam, bonjour à tous. Toujours là pour bien nous conseiller. On a essayé de vous apporter effectivement un peu plus de connaissances sur des sujets quotidiens, sur des sujets qui nous concernent plus ou moins tous. Un sujet qui te tient à cœur, c'est la fibromyalgie. Voilà, la fibromyalgie déjà, c'est pour répondre à une question d'une auditrice et une question d'une amie, donc je voudrais dédier cette séquence à Audrey. Voilà. Audrey. Je la connais. Tu la connais pas encore? Non. Et donc, effectivement, cette pathologie... Elle a été révélée tard, non quand même. C'est une pathologie qui a été révélée tard, qui se révèle justement être une pathologie de diagnostic par défaut au départ. Moi, dans les années, quand je me suis installé, fin des années 80, début des années 90, on ne connaissait pas encore complètement cette pathologie-là, on l'a caractérisée. Mais beaucoup n'y croyaient pas. C'est une pathologie qui est plutôt plus ou moins, désolé de le dire, et qui est plutôt plus ou moins mal vue par les médecins. Si on fait un palmarès des pathologies prestigieuses à prendre en charge par les médecins, on se rend compte il y a des sondages qui ont été faits pour ça, plusieurs, assez nombreux d'ailleurs, qui montrent que la pathologie la plus prestigieuse à prendre en charge pour un médecin, ce serait plutôt l'infarctus du myocarde, sauver son patient de l'infarctus du myocarde. Et la pathologie la moins prestigieuse qui arrive systématiquement en fin de course sur tous les sondages qui ont été faits chez les médecins, c'est la fibromyalgie. D'accord. Et c'est souvent, avant quelques années, c'était surtout la femme. C'est surtout une maladie féminine quand même qui concerne une grande majorité de femmes. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça touche les enfants aussi. Ça peut toucher également les enfants, on s'en rend compte, mais chez l'enfant, c'est quelque chose de différent, de particulier. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Bon, en fait, chez ces personnes-là, on se rend compte qu'il y en a... Auparavant, on parlait des 18 points de fibromyalgie. On avait 18 points sur le douloureux, sur le corps, qu'on recherchait. Si on en avait 12 de positifs, on disait « Ah, c'est peut-être une fibromyalgie ». Aujourd'hui, on va partir sur toute une autre vision. Ces 18 points-là, on les a plus ou moins abandonnés. Et on va se rendre compte que c'est une maladie qui est surtout marquée par des douleurs qui sont diffuses, des douleurs d'un type un petit peu particulier qui sont plutôt des douleurs de type brûlure, de type sensation douloureuse, mais difficilement analysables, explicables, reproductibles. Et en même temps, ces douleurs vont être accompagnées d'autres troubles fonctionnels qui peuvent parler en même temps dans la fibromyalgie. Ça peut être la colopathie, les gens qui ont des colites, tout simplement, les colopathies fonctionnelles. Ça peut être sur le plan urinaire des cystites à urine claire, des dysuries, des troubles urinaires qu'on va rechercher, sur lesquels on va rechercher, on ne va pas retrouver d'infection urinaire, on ne va pas retrouver des microbes dans les urines, etc. Et c'est la fibromyalgie. Et ça s'encadre dans un syndrome fibromyalgique. Absolument. Hein, voilà. En fait, quand on parle de la douleur, on a grosso modo 3 types de douleurs. Auparavant, on en avait 2. On a la douleur nociceptive. La douleur nociceptive, qu'est-ce que c'est? Je me fais un coup de marteau sur le doigt quand je bricole, je me casse une jambe au ski, j'ai mal, c'est la douleur nociceptive. La douleur neuropathique, c'est la souffrance du nerf lui-même. Bon, le type de douleur neuropathique par excellence, c'est ce qu'on appelle le zona. Maladie zona, qui est en fait un virus, le virus de la varicelle qu'on contracte quand on est enfant. A un rapport aussi non, l'eczéma, on va plutôt le caser dans une maladie plutôt de type qui va pouvoir s'encadrer avec les symptômes qui accompagnent la fibromyalgie. Mais la douleur neuropathique donc, liée au zona qui attaque le nerf en lui-même et qui va donc dégrader le nerf, entraîner et après on a ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Alors les douleurs nociplastiques, c'est une donnée beaucoup plus récente dans l'explication des pathologies médicales. Et cette douleur, en fait, elle va se transformer par une anomalie de la régulation
de la douleur. On va avoir des personnes qui sont comme des écorchées vives. Et leur histoire l'explique. Psychologiquement et même à la limite du psychologique et du physique. Et c'est pour ça que dire que la fibromyalgie peut exister chez des enfants, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on se rend compte que dans l'histoire de ces personnes-là, il faut intégrer tout un passé. On ne peut comprendre cette pathologie que si on comprend, que si on s'attache à l'histoire de la personne, à l'histoire du malade. Voilà. Il faut du temps. Voilà, il faut du temps. En fait, on va avoir des récepteurs de la douleur qui auront été mis à nu, quasiment, sur le plan psychique et sur le plan corporel, et qui vont être hyper réceptifs à la douleur, avec un seuil de tolérance à la douleur sur ces récepteurs qui vont être très abaissés. En fait, si tu veux, on a une dissociation corps et cerveau, dans le sens où on a un cerveau qui est en emballement permanent, qui travaille en emballement permanent, qui fonctionne sans interruption, et de l'autre côté, un corps qui est épuisé. Ok. Voilà. En fait, on se rend compte de tout ce que je te dis là, c'est que si sur le plan thérapeutique, on cherche un traitement à cette pathologie qu'est la fibromyalgie, on cherche un traitement à ces douleurs, noyer le patient sous des tonnes de médicaments pour la douleur, sous des tonnes d'antalgiques, y compris de la morphine, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire trois choses. Oui, effectivement, on peut donner des médicaments qui vont pouvoir être, pour certains, des antalgiques, oui, qui vont pouvoir être aussi, et on le comprend dans l'histoire, des antidépresseurs. Voilà. Mais ça ne solutionne qu'un tiers du problème. On a un cerveau emballé, il faut le calmer. Comment on le calme? Par des techniques qui peuvent être des techniques de relaxation, de méditation, de psychothérapie, de contemplation. Ça fait baisser le niveau d'activité du cerveau. De l'autre côté, on va avoir un corps qui est affaibli, qui est complètement épuisé. Il faut remettre le corps en marche. D'accord. Et donc, pour remettre le corps en marche, ça va être par des techniques de bien-être, ça peut être par des soins, ça peut être par de l'accompagnement corporel, ça peut être par une reprise progressive d'activité physique, de gymnastique douce, de stretching, d'étirement, par des techniques aussi de tout ce qui peut être marche, tout ce qui peut être effectivement mélanger la marche, qui en même temps fait travailler le psychisme. Solution donc, grande, solution. Voilà. Donc on abaisse le niveau de suractivité du cerveau et on augmente petit à petit le tonus du corps en fait. Donc, si on désire avoir plus de renseignements, on peut écrire au docteur Love On Sister. peut écrire une petite histoire pour terminer. En fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est difficile que ça touche les enfants, tu vas comprendre, sur mon anecdote finale. En fait, quand on étudie les patientes, pour beaucoup de patientes, qui ont de la fibromyalgie, on se rend compte que ce sont, dans plus de 90% des cas, des personnes qui, entre l'âge de 7 et 14 ans, ont eu un traumatisme familial qui ont fait pour une raison ou pour une autre. Est-ce que c'est une raison réelle? Est-ce que c'est une raison suggérée? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mal passé à ce moment-là? Qu'elles se sont senties désaimées, en carence d'amour par rapport à leur fratrie. Il va y avoir une frustration. Le corps, le cerveau, va tout faire, va s'emballer et va tout faire pour accepter cette frustration, pour la diminuer, pour la métaboliser et pour la refouler. Et le refoulement demande au cerveau énormément d'énergie. Donc, il y a encore beaucoup Et dans leur vie, elles vont avoir, comme un vaccin et une piqûre de rappel, un événement dans leur vie qui va faire que ça va réactiver cette frustration. Ça peut très bien être dans ta famille que tu t'es senti mal aimé par rapport à tes frères, à tes sœurs à un certain moment. Et après, au niveau du travail, quand tu as 40, 50 ans, que tu avais une situation qui était stabilisée et que pour une raison X, il va arriver quelqu'un de plus jeune dans l'entreprise, il va arriver un nouveau patron, tu vas te sentir désaimé. Et ça va réactiver et ça va déclencher la maladie. Avant le déclenchement de la maladie, on retrouve toujours
cette notion de vaccin et de piqûre de rappel. Mon Dieu. Bon, donc voilà, je te remercie. Donc, comme je disais, toute question peut être sur les réseaux sociaux de Dr Love Sisters. On vous attend avec impatience, n'hésitez pas. Merci là beaucoup. pour vous répondre. À bientôt. Merci. J'ai le plaisir de recevoir une artiste que j'ai déjà entendue, que j'ai regardée, que j'ai écoutée, Jenna. Bonjour. Bonjour, Jenna. Bonjour, Muriel. Donc, tout à l'heure, tu vas nous faire un live avec la guitare. Tu fais de la guitare. Oui. Guitare-voix, bien entendu. Et je voudrais savoir, la guitare, tu en joues depuis combien de temps? Ça fait 9 ans que j'en joue. Ouais. Ça fait un bout de temps. Oui, ça fait un petit bout de temps. Dans ton style un peu... un peu rock. Voilà. Parce que tu es quand même habillée en rock. C'est vrai. Voilà. Et donc, tu chantes depuis combien de temps? La guitare, et tu chantes en même temps ou Oui, alors je chante depuis que je suis toute petite. À l'âge de 3-4 ans, je montais sur les tables et je chantais du Piaf. Voilà, ça doit faire partie de ma mission. Mais par contre, j'ai commencé les cours de chant très très tard parce que je chantais, mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours. Et je chantais comme ça, toute seule, je faisais des concerts pour la famille, voilà, avec une vieille chaîne hi-fi et un micro. Et en fait, j'ai commencé la guitare quand je suis partie vivre à Orléans en 2014. Je me suis dit, bah tiens, j'ai pas grand-chose à faire ici, j'ai pas d'amis. J'ai commencé des cours de guitare, donc j'ai commencé les cours. Et en fait, à force de jouer, je me suis rendu compte que après j'ai commencé à chanter en même temps et que le chant, c'était pas encore parfait. Et apprendre aussi à protéger sa voix, parce que tu peux avoir une magnifique voix, mais si jamais tu sais pas la protéger ou l'échauffer et tout ça, tu peux te créer des nodules ou vraiment avoir des... il y a vraiment des exercices à faire, des choses à savoir. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tes parents t'ont appuyé sur cette passion? M'ont appuyé, ils m'encouragent, ils aiment bien. Ils t'ont encouragé, donc ça a appuyé. Oui, ils ont appuyé quand même, oui, ils aiment bien ce que je fais, voilà, ils sont fiers. Et ta première prestation sur scène, quel effet? Alors, ma première prestation, justement, c'était quand j'ai commencé les cours de chant à Orléans et avec ma professeure, donc on a fait, c'était dans un conservatoire. Et on a fait la fête de fin d'année de l'école et on a chanté. Et là, c'était ma première, branchée et tout ça, devant un public. C'était très stressant, c'était horrible. Et en fait, j'étais stressée. J'ai réussi quand même à tenir le truc, mais dans ma tête, je croyais que j'avais fait n'importe quoi. Et en fait, après, ma prof, quelques jours après, m'a dit « Mais c'est génial, une fille est venue me voir, elle m'a dit « Je veux faire comme elle ». Super. Donc, super compliment, ça. Ouais, j'étais contente. Jenna, on va juste prendre peu de temps. On va faire un court passage. On va regarder un petit peu un clip, mais pas longtemps. Tu vas nous faire de live. Un petit extrait. Donc, tu as un choix. Ou le clip entier, ou un live, ou deux lives. Et un extrait de clip. C'est tu ça. choisis. La deuxième option. De live. C'est ça. Et rentre chez toi. C'est pour hier si c'était du cul. Si t'as fait
était-on fier? Je me souviens même plus. J'ai des bribes d'idées, j'étais à 4 pas. Je me suis bien marré, la putain d'éclate. J'ai tellement d'amis, comme je les adore, comme ils m'aiment aussi, tous sur le dance floor. Moi je prends que du 40 degrés, j'aime quand ça brûle, quand ça descend, et comment ça me fait danser, quand ça se mélange dans mon sang. Moi je prends que du 40 degrés, j'aime quand ça brûle, quand ça descend, et comment ça me fait danser, quand ça se mélange dans mon sang. Allez c'est reparti, je me suis préparé. Ah, c'est ça la vie, y'a qu'à profiter. Je rejoins les heures, serre-moi un whisky et tout ça la note jusqu'au bout de la nuit. D'accord, belle voix. Hein. Ouais, magnifique. Belle voix. Du coffre. Hein. Merci. Du coffre. Donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, en a cappella, allez, c'est l'une des premières, dire, chanter en rock Love Sisters. Love Sisters, yeah. Avec un mot gentil quand même qui doit suivre. Je vous adore, merci de nous recevoir. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu as des galas en fin de janvier? Là, pour l'instant... Tu viens d'en faire un, là, hein, il n'y a pas longtemps. Je viens d'en faire un, voilà. Et pour tous Léo Lagrange, on a fait un concert avec le pianiste, c'était super. Voilà. Et là, ben, je me prépare, donc je suis accompagnée par Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. C'est une salle, de Victoire 2, spectacle. oui. Oui, ils font de l'accompagnement d'artistes. Maintenant, oui. Et ils me préparent justement pour des premières parties qui vont peut-être arriver. D'accord. Et lorsque tu te produis sur scène, est-ce que vous êtes plusieurs ou tu ne fais pas que guitare-voix? J'ai fait des concerts à plusieurs musiciens. J'en ai fait plusieurs, on était 3. Batterie? On avait batterie, guitare, ouais. J'ai fait aussi guitare, piano. Mais là, actuellement, je suis toute seule. Et en fait, j'ai un petit appareil que vous allez voir tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un trafiqueur? Ouais, en fait... pédale et c'est un pédale. Ouais, en fait, c'est un petit appareil qui est un simulateur de groupe, de bande. Et en fait, c'est un instrument que tu... J'ai l'appareil, il faudrait que tu viennes essayer avec moi. On me l'a offert, je n'ai pas encore essayé. Ah, mais ça, c'est un looper, peut-être. Il me faut une guitare. Ah, pour faire ça. Voilà, il faut une guitare. Non, pas obligé. Je peux pas obligé. Hein. Mais c'est mieux avec une guitare. C'est le dernier truc, le dernier appareil. Oui, c'est les loopers, mais je vois ce que c'est. Oui, mais plus important que le looper. D'accord. Tu me connais, toi. Moi, c'est un appareil spécial où tu appuies sur la pédale. Tu joues ta suite d'accords et en fait tu rappuies sur la pédale, l'appareil va calculer automatiquement la basse, voilà, il mémorise, il va faire la basse et la batterie. Quand je faisais de la musique, je vais essayer à la maison, tu vas voir, il est vraiment génial, il est super, vous allez le voir tout à l'heure. C'est génial, on va le voir. Et tu programmes avant ta suite, tes parties, couplets, alors je vais une dernière question là-dessus. Quand tu appuies sur la pédale, est-ce que tu appuies comme une... Non. Un marteau. Non. Parce que là, ça m'énerve sur scène. Oui, quand quelqu'un appuie sur la pédale comme un forcené, comme si parce que tu as un coup de marteau. Non, tu l'utilises ou tu enregistres sur cet appareil et après tu diffuses si jamais tu veux faire un concert, ou tu joues avec pendant que tu chantes. Je peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Tu peux l'enregistrer ou tu peux le faire en même temps. Là, par exemple, j'ai programmé avant la suite d'accords parce que sur 40 degrés, il y a des rythmes différents. C'est un peu, ça prend du temps, donc je l'ai programmé avant. Mais sur des chansons toutes simples, on peut très bien le faire immédiatement. Exactement. On va voir tout à l'heure. On va apprécier la pédale. Déjà, où on peut te trouver déjà? Partout. Ah, génial. Et comment tu peux faire YouTube, comment Spotify, tu fais ta pub? Facebook, Insta. Comment tu fais ta pub? Ma pub, sur les réseaux sociaux. Uniquement? Sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un site?
Internet? Oui. Non, c'est en Encore. préparation. J'en avais un, mais je vais le refaire complètement. Parce Le que- renouveler, oui, je le vais le renouveler, renouveler. moderniser. Je vais le moderniser, voilà. C'est ça. Mais sinon, j'ai la chaîne YouTube, Facebook, Insta, et je suis sur toutes les plateformes Je d'écoute. t'ai vu. Voilà. Je t'ai vu, je t'ai parlé. Spotify, Apple Music. Donc, on va avoir le plaisir de te voir. Mais 5 petites, même pas 5 petites minutes, comment on fait pour te contacter? Pour me contacter, sur Facebook, par exemple, il y T'as a le le numéro numéro de de téléphone, téléphone, il y a tout, il y a le mail. Il y a le mail. Oui. Alors, donc, tu peux donner le téléphone. Oui. Tu peux le donner, là, avec la caméra, là, devant. Voilà. Là, je donne mon numéro. Oui, uniquement professionnel. Il fait marcher, là. D'ailleurs, toi aussi, Attention, tu vas le donner. attention. Oula, Attention avec les numéros de téléphone. J'ai mauvaise expérience, Non, moi. on a des gens très civilisés, très bien. Moi, j'ai jamais été, Ils embêtent pas. Hein. Ah bon? Non. C'est sur Love Sister. Tu peux le donner, mais tu l'as sur les réseaux. Alors, Oui, donc, il est sur les réseaux. tu peux le donner, donc il n'y a pas de problème. Oui, 06 51, je vais me faire un seul. Alors, vas-y. 06 51. 47 21 41. Donne-le-moi, toi, pendant que tu y es. Moi, je donne que le site internet, danceplatforma.com. Et Au pire, puis, je bloque, hein. je réponds à tout le monde. Non, tu réponds à tout le monde, ça c'est bien. Je réponds à tout le monde. Ça, c'est un. Oui, voilà, c'est facile d'écrire et de devoir. répondre. Hein. Ouais. Maintenant, même de parler, mais on n'a plus besoin d'écrire maintenant, on peut parler aussi. Bon. Mais les réseaux, c'est bien pour même le petit message. Mais ça va ça a vite. pris une ampleur phénoménale. Ah oui, oui, oui. Phénoménale. C'est pratique quand même. Bon, on va t'entendre jouer. Oui. Donc Avec plaisir. voilà, et on va vous dire au revoir parce que nous avons un autre groupe qui arrive aussitôt après vous. Mais vous allez rester à l'écouter quand même. Absolument. Hein? Merci pour votre Merci invitation. beaucoup. Jean, Merci à vous. à ton tour. C'est parti. Où est la lumière? C'est qu'il est déjà. Reprends tes affaires et rentre chez toi. Merci pour hier, si c'était du cul, si t'as fait ton fier, je me souviens même plus. J'ai des bribes d'idées, j'étais à 4 pattes, je me suis bien marré, la putain d'éclate. J'ai tellement d'amis, comme je les adore, comme ils m'aiment aussi, tous sur le dance floor. Moi je prends que du 40 degrés, j'aime quand ça brûle, quand ça descend, et comment ça me fait danser, quand ça se mélange dans mon sang. Moi je prends que du 40 degrés, j'aime quand ça brûle, quand ça descend, et comment ça me fait danser quand ça se mélange dans mon sang. Allez c'est parti, je me suis préparé. C'est ça la vie, y'a qu'à profiter. Je rejoins les autres, c'est moi whisky, tout ça la note, jusqu'au bout de la nuit. Je veux que ça claque, de pas de moonwalk. Je reprends un jack, j'adore quand c'est rock. Je me fous à l'envers, je suis dans mon ailleurs. C'est mon univers, mon monde meilleur. Hey. Moi je prends que du 40 degrés, j'aime quand ça brûle, quand ça descend, et comment ça me fait danser quand ça se mélange dans mon sang. Moi je prends que du 40 degrés, j'aime quand ça brûle, quand ça descend, et comment ça me fait danser quand ça se mélange dans mon sang. C'est bon, j'arrête de vouloir me croire que j'aime faire la fête et toutes mes histoires. À force de paraître, je ne veux plus vivre
sauter par la fenêtre, ne plus être ivre. Mais je n'y arrive pas, je me sens foutue, toute seule avec moi. Je m'avoue vaincue, et que ma bouteille que j'aime vraiment, celle qui me réveille, stoppe mes tremblements. Trop besoin de mes 40 degrés, ça brûle même plus quand ça descend. Et comment ça me fait sombrer quand ça se mélange dans mon sang. Trop besoin de mes 40 degrés, ça brûle même plus quand ça descend. Et comment ça me fait sombrer quand ça se mélange dans mon sang. Ça se mélange dans mon sang. Écoute, tu entends, c'est le bruit de ton âme qui se bat tout le temps, équipée de sa lame. Peut-être n'aimes-tu pas jouer, ouvre-toi à la vie. Tu devrais persister, un jour viendra son cri. Ah, je ne suis qu'une humaine, le maillon d'une chaîne. Je viens te parler pour te libérer. Rien pour la liberté, ces paroles te guident. Si la vérité de ta vision arrive, oh, guerrière pour la liberté, ces paroles te guident. Si la vérité de ta vision arrive, chaque pas sera une épreuve. Toujours te relever, un jour tu auras la preuve. S'ouvre une longue route d'où l'on sort plus grand. Et si tu écoutes, tu seras gagnant. Oh, vent pour la liberté, tu devras enlever le voile vient t'aveugler, ternir le vide abyssal. Guerrière pour la liberté, ces paroles te guident. Voici la vérité, dans ta vision arrive. Guerrière pour la liberté, ces paroles te guident. Voici la vérité, dans ta vision arrive. Guerrière pour la liberté, ces paroles te guident. Voici la vérité, de ta vision arrive. Guerrière pour la liberté, ces paroles te guident. Voici la vérité, de ta vision arrive. Quel plaisir de t'entendre, Jenny. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Mais c'est vrai, hein, elle, vraiment, elle a du coffre. Hein. Ouais. Elle a du coffre. Vraiment, reste avec nous et j'espère que tu vas finir l'émission avec nous. Bah oui, je reste avec vous. Je suis bien là, moi. Là, t'es obligé de rester, t'es attaché. Ouais, personne ne le voit, mais t'es attaché. Ils m'ont mis de la glu sur mon siège. Alors Hélène, fidèle, la fidèle Hélène.
Alors, on continue du coup avec une écrivaine accomplie. J'ai envie de dire, Josette Enjam. Comment on prononce votre nom de famille? Enjam Brunasi. Enjam Brunasi. Voilà, Josette Enjam Brunasi, donc qui est maman, grand-mère, qui a travaillé dans un centre au CIRAD. Au CIRAD. Tu peux approcher. Au CIRAD, Centre de recherche en agronomie tropicale. D'accord. Ici à Montpellier. Et du coup, l'écriture, c'était, comme je dis souvent pour les écrivains, c'était vous écrivez, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à vous voyez. Vous écrivez depuis toujours en fait, mais la vie a fait que ça reste un peu... Déjà, moi, je suis de région parisienne, de Brie-sur-Marne. Oui. Et mon premier époux, on travaillait tous les deux dans ce centre de recherche d'agronomie. Et en 1974, nous avons décentralisé sur Montpellier. Donc, on a suivi la maison. Et moi, je suis venue avec mon premier mari ici. Et on a travaillé à Montferrier. C'est le grand centre en recherche d'agronomie tropicale qui se trouve à Montferrier. D'accord. C'est très connu, c'est européen. Et donc, oui, effectivement, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais mon premier livre, je l'ai écrit, c'est le premier livre pour le mari. Hein. J'avais 18 ans. Voilà. J'avais 18 ans. Ouais. Et bon, je l'avais écrit parce que c'était l'époque où j'aimais Bénure, les péplums, enfin tous ces trucs-là. C'est génial. Et donc, et puis il est resté. Il a dormi dans les tiroirs pendant très longtemps. Et puis, bien sûr, je suis mariée, j'ai des enfants, on est descendus, on a fait notre vie, bien sûr. Et un jour, il y a eu un voyage au CIRAD, parce que les ingénieurs voyagent beaucoup, mais les personnels administratifs, très peu, comme toujours. Donc, ils ont organisé un voyage en Égypte. Et donc, je suis allée en Égypte, j'ai fait le voyage, puisque c'était un voyage organisé. L'occasion. Voilà, une occasion. Et j'avais 2 amies qui travaillaient avec moi, qui étaient chercheuses, et qui devaient venir. Et elles n'ont pas pu venir. Donc, je leur ai promis de faire le récit du voyage. Donc, au fur et à mesure que j'ai fait le voyage, je rentrais, je montais dans le car, et j'écrivais pour leur faire le récit du voyage. Et une fois que je suis revenue, je leur ai... Elle m'a dit, mais maintenant que tu as fait le récit que tu as fait le voyage et que tu as pris des notes, il faut que tu écrives. Alors j'ai dit, tiens, je vais écrire un livre. Et comme j'adore toujours l'Égypte, c'est aussi ma passion, j'ai donc écrit un livre qui s'appelle L'Appel. Sur comment dirais-je, sur les... Au fur et à mesure que je fais le voyage, je remonte dans le temps et j'ai l'impression d'avoir vécu en Égypte. Alors c'est un peu un livre sur la réincarnation, et ça remonte jusqu'à l'époque de Toutankhamon parce que c'était l'époque qui me passionnait le plus. Et donc au fur et à mesure, j'ai écrit, et ce livre-là, j'ai réussi à le faire publier par un Publibook, c'est une maison d'édition qui est en région parisienne. Et puis, je m'en suis jamais occupée. Il est resté... je ne l'ai pas diffusé. Donc, il a été publié, il a dans le cercle des amis, de la famille, des connaissances. C'était une petite maison d'édition, c'est pour ça que ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de promo, grande promo. Non, il n'y a pas de promo. La promo, il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Hein. C'est des comptes d'auteur. Donc, si on ne fait pas sa promo soi-même... la petite maison d'édition, ils en font, mais à chaque fois, c'est toujours payant. Donc, il faut faire sa promo quand même soi-même. Donc, il est resté. Et puis, dans notre village à Restinclière, qui est un petit village qui n'est pas très loin d'ici, on a fait ce qu'ils appellent la journée des artistes. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est chaque année, ça. Chaque année, journée des tous artistes. Les ans, oui. Et donc, ceux qui écrivent, ceux qui peignent... Tout, n'importe quoi. Hein. Et donc, j'ai dit, tiens, pourquoi je n'irais pas? Et donc, je suis allée avec des poèmes, parce que j'écris aussi des poèmes. Et ça a plu.
Voilà. Et les poèmes, avec la mairie, on a sorti un recueil avec tous les, comment dirais-je, tous les écrivains, les peintres, tous les talents de Restinquilière, qui va sortir à la fin de l'année, là. Et donc, qui est déjà sorti, en fait. Il sort là, il est prêt, il va être édité. Et moi, donc, j'avais écrit des poèmes sur la région. Le but, c'était d'écrire sur le village et sur la région. Donc, j'ai écrit et j'en ai fait un livre. Avant la sortie du livre officiel de la mairie. Donc, ça s'appelle Au fil du temps. Donc, c'est un recueil de poèmes qui parle un petit peu de tout. Et du coup, ça vous a donné, parce que ça vous a remis le goût, voilà, ça vous a redonné le goût. Voilà, et puis ça m'a remis, ça m'a redonné sortir voilà. les et puis on a eu le confinement. Ouais. Et mon éditrice, elle m'a publié donc les poèmes. Et ensuite, elle m'a dit, mais c'est bien le glaive de Rome, tu devrais le sortir. Ça, c'est l'histoire des premiers chrétiens sous Néron. C'est une histoire d'amour entre une juive et un romain. Et donc, on voyage à Jérusalem, on va à Rome, les catacombes, les jeux du cirque, enfin, etc. Donc, mais c'est triste et mes héros meurent. Et alors mon éditrice me dit j'en ai assez, tu fais toujours mourir tes héros, donc tu vas me faire un roman où les héros ne meurent pas. Donc j'ai écrit, mais il n'est pas publié encore celui-là. Ça s'appelle Le Maître des Chevaux. C'est un petit roman qui se passe ici, sur la région, qui parle de la région, de la Camargue, et des taureaux, des chevaux. C'est une histoire d'amour entre un gardien et une gitane. Et donc, il sortira certainement là, pour Noël. Et mes héros ne meurent pas, évidemment. Mais pendant que j'écrivais, j'écoutais de la musique. J'avais un ordi, j'écris, j'ai un ordi, je cherche, et j'ai un autre ordi où j'écoute de la musique. Et il y avait Alléluia, la flûte de Pan. Et j'adore la flûte de Pan, j'ai toujours dit que j'écrirais aussi sur les peuples amérindiens que j'aime beaucoup. Vous êtes passionné d'histoire. Oui. Oui. Et donc, en écoutant cet Alléluia, la flûte de Pan, sur le côté, à YouTube, il y a des bandeaux qui s'affichent. Il y a plein d'artistes qui apparaissent. Le premier sur lequel j'ai cliqué, c'était Léo Roja. C'est un grand musicien. Il est très connu. Et donc, je suis rentrée un petit peu en contact avec lui. On est devenus amis. Et surtout, celui qui s'appelle Alexandro Kerevalu. Il est très connu. Autant que, même plus encore que Léo Roja. C'est un grand musicien péruvien qui fait revivre toutes les cultures d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Et des amis aussi qui s'appellent les Wokikuna. Ça veut dire frères en quechua. Et qui sont toute une famille de musiciens, et je leur ai écrit, et puis j'écoutais leur musique et ça m'inspirait, et ils m'ont répondu. Et donc vous avez eu l'occasion de rencontrer des Amérindiens. Je ne les ai pas rencontrés physiquement. Ah d'accord. Je suis devenue amie avec eux. Et mettez votre voilà. Vous avez Alexandro Kerevalu, c'est lui et lui il a accepté de faire la couverture de mes livres. Ah, génial. C'est beau. Oui. Et donc, Apache, c'est un roman historique. Alors, voilà, qui ça déjà marche pas mal qui a été diffusé dans le monde. Enfin, oui, parce que comme je fais partie il y a un groupe un groupe qui s'appelle, vous savez, les musiciens, ils ont des groupes. Comment dirais-je c'est sur Internet, voilà. Ouais. Donc je fais partie de ce groupe-là, et donc j'ai connu il y a eu plein de personnes qui ont pris mon livre, et je me suis inspirée beaucoup ils m'ont donné beaucoup de traductions, et je suis entrée en contact avec eux, et comme ils m'ont beaucoup aidé, bien sûr, ils ont eu mon livre, et Alexandro me l'a traduit en e-book, en plusieurs langues. Donnez-les-moi, comme ça je vais les montrer un peu plus. Et votre éditeur, c'est toujours point virgule? Oui, c'est toujours les éditions point virgule. C'est toujours les éditions point virgule. Alors donc j'ai écrit l'histoire. L'Apache, parce qu'on a un peu tenu par le temps, donc c'est pour vraiment bien parler de ces deux
deux livres donc, que vous vouliez mettre en valeur oui, c'est aujourd'hui surtout particulièrement. Donc c'est Apache, comment meurt un peuple libre, voilà, aux éditions Point Virgule, donc Josette Enjam Brunasi, Apache au pluriel, et donc qui déjà tourne bien, ouais. Et Sapa Inca, le pays de la lune bleue, donc toujours au Point Virgule. Voilà, vous aimez parler des peuples qui sont un peu défavorisés, oubliés malheureusement. Et voilà, vous avez l'histoire de Cochise et Geronimo. Mais vous vivez l'histoire de l'Amérique, mais dans une tribu indienne. D'accord. Donc avec l'arrivée des colons, le train, le chemin de fer, enfin toutes ces choses. Et après, Sapa Inca, c'est la même chose, mais avec la fin de l'Empire Inca, des derniers Incas, les conquistadors qui arrivent et la façon dont ils ont conquis ce grand empire. Ok. Et le troisième va sortir parce qu'il y a une suite à ça, c'est-à-dire qu'il va aller de l'époque des Apaches et des Incas jusqu'à nos jours. Et la façon dont ils ont évolué dans les réserves. Ouais, l'histoire de Wounded Knee, les enfants amérindiens enlevés et emmenés au Canada, enfin, qui sont assez d'actualité. Ouais. Et puis, sur les Incas, l'Inquisition espagnole, les cités d'or, l'histoire de Paititi, enfin voilà, des légendes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et se procurer les livres de toute façon, à la FNAC. D'accord. Et puis, chez mon éditrice, ou sinon en me contactant personnellement. Hein. Ok. Merci Josette. Est-ce que Comment on te contacte personnellement? Eh bien, vous avez... Voilà. Non, mais vis-à-vis des auditeurs. Vis-à-vis des auditeurs, sur Facebook. Vous me suivez sur Facebook, Josette Enjam Brunasi, sur Instagram, voilà. Les réseaux sociaux. Très intéressant, passionnant. Merci Josette. Alors, ma chérie, c'est pas à ton tour. Oui. Alors, j'accueille aujourd'hui une très très belle artiste plasticienne, spécialiste du papier, donc Eliane Bardil. Bienvenue sur le plateau. Merci pour cette invitation. De Love Sister. Alors, vous êtes autodidacte dans cette discipline et totalement inventive. Comment vous est venue cette envie de travailler donc le papier de cette manière et travailler les couleurs, trouver des différents supports, chercher des tailles diverses? Alors nous avons la chance d'en avoir quelques-uns devant nous et celui que vous avez dans les mains. Alors parlez-nous de cette découverte et comment vous est venue cette envie de travailler ce papier et cette couleur? Je crois que on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Ce que je sais, c'est que j'ai commencé mon livre enfant avec des feuilles grasses de la campagne, en fait, que je rassemblais et que je disais que c'était un livre, en fait. Honnêtement, je crois que ça a commencé comme ça. Et puis, c'est vrai que je suis tombée les pieds pleins dans un ancien grenier avec des livres anciens de 1900. Et puis, j'ai passé tout un été dedans, mais sans me rendre compte que la passion était déjà là. Et puis, en fait, après une première vie, on va dire, dans la médecine, je découvrais le papier en Chine. Et la découpe de papier en Chine. Et là, ça fait un coup de cœur. Je ne savais pas encore que j'allais en faire un métier. Cependant, rentrée de suite de voyage, je commençais ma première découpe et je n'ai pas arrêté. Il y a 25 ans. Donc, et puis après, de la découpe de papier, je suis passée à l'origami, à la création de livres et de lampes. Et je crois aussi que vous avez fait de l'aquarelle, de l'acrylique ou autre. Oui, le papier, je le découpe, je le plie et je le peins. Effectivement, oui. Voilà. Et vous venez d'exposer l'année passée, au mois de novembre, de très très belles expositions donc, à l'ODEV. Et je crois que vous avez reçu un prix également. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce prix? Et c'était un artisan, donc un salon des artisans créateurs, en novembre dernier, sur vos livres et les lampes pliées de cet art japonais qu'est l'origami et que nous avons installé donc à côté de moi. Donc les spectateurs pourront voir ce pliage magnifique de l'art japonais, l'origami. Alors expliquez-nous un petit peu le prix que vous avez reçu. Alors, le prix que j'ai reçu, je suis en deuxième, sur 3, je suis en deuxième place. En fait, ça s'est passé au festival du livre au domaine de Bessan à Béziers. Et
sur un projet qui s'appelle Prière de toucher. Et donc, je l'ai reçu, c'était effectivement au mois de novembre dernier. Voilà, c'est ça. On vous félicite déjà. Merci, merci beaucoup. Et effectivement, j'ai aussi, oui, c'était une période assez importante. J'étais effectivement au salon j'avais été sélectionnée sur le salon des artisans créateurs à l'ODEV. À l'ODEV, voilà, vous avez eu beaucoup de succès, beaucoup de monde. Oui, en effet, beaucoup de retours positifs, en tout cas plein d'encouragements. Et notamment aussi bien pour la création des livres qui sont des livres objets que je fais, et notamment aussi bien pour le travail origami. Bon, ça c'est que je peux c'est un art présenter. ancestral japonais, ce pliage donc sans découpe, sans colle, sans ciseaux. Et voilà, c'est des règles de l'art, donc du travail japonais. Et c'est un travail qui est extrêmement délicat. Alors, quand vous vous déplacez, je suppose que il faut pas les écraser. Oui, c'est vrai. C'est pas très confortable parfois lorsqu'on est en déplacement. Mais il faut admettre que, hormis ces petits détails, mais c'est surtout un travail qui est long, très lié à la mathématique ou à la géométrie. Parce que pour des calculs d'angle, en vue de la création. Mais c'est surtout un travail qui est très zen et qui appelle à la méditation, à être calme, à être posé. On ne peut pas plier dans l'agitation, quoi. C'est un moment qui se pose et vous écoutez de la musique pendant ce Toujours. Vous travaillez en musique. Il faut travailler dans le plaisir. Donc, j'écoute toujours de la musique. Vous avez un atelier sur Montpellier ? Je travaille chez moi. Je travaille chez moi à Montpellier, en effet, oui. Et alors la question, évidemment, comme tout artiste, peut-on vivre de son art ? Effectivement, c'est difficile. On survit. On survit, voilà, avec plaisir. On essaye de faire ce qu'on aime, et je pense que c'est beaucoup de mérite, beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance. Mais j'avoue que c'est encore avec difficulté. Voilà. Tu peux ouvrir Oui, avec plaisir. Alors, ça, c'est son... Oui, magnifique. Oui. Ça donne une texture... C'est un peu... Et c'est un petit voyage dans le monde sous-marin. Sous-marin, oui. On se voit descendre là, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et alors, c'est aussi délicat quand je suppose que vous avez toujours une paire de gants aussi pour les personnes qui viennent et qui veulent toucher ce que vous faites pour ne pas salir, abîmer. Comment ça se passe justement quand on... Alors effectivement, oui, lorsque j'expose, il y a certaines œuvres. Alors là, ce n'est pas présent sur le plateau, mais par exemple, le livre pour lequel j'ai eu un prix, oui. Il est constitué de découpes de papier. C'est comme de la dentelle de papier. Oui. Et c'est à la fois... C'est fragile, en fait. Par conséquent, lorsque quelqu'un veut le regarder, à ce moment-là, je propose effectivement de porter J'ai toujours une paire de gants, en fait, quand j'expose. Pas pour tous, parce qu'en même temps, ce sont des livres-objets, mais j'ai envie aussi de rendre... c'est sensuel. Enfin, pour moi, un livre, c'est une œuvre d'art, mais en même temps, il y a une sensualité derrière. Il y a du toucher. Le papier est vivant, quoi. Donc, pour se l'approprier, il faut le toucher. Voilà, c'est ça. J'ai envie que les gens aussi le regardent, le touchent, le feuillettent, tournent les pages. C'est un plaisir aussi. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai rencontré. En effet, oui, c'est comme ça. Craqué sur une belle œuvre avec moi qui suis musicienne avec cette partition et qui aime les oiseaux et ce petit oiseau. C'était tout à fait très beau. Pour moi, il n'y a pas qu'une question de papier. Hein, ah non. En création. Bien sûr que non. Et justement, je crois que vous allez aussi vers la scénographie aujourd'hui. Vous avez envie d'avancer dans vos projets, de progresser dans la mise en espace, la mise en scène, la scénographie papier, vous m'aviez expliqué. J'ai eu l'opportunité, en effet, déjà de faire de la mise en scène pour une entreprise, en fait, où, en fait, j'apporte une petite note de poésie pour mettre en valeur un produit ou quelque chose qui est déjà là et qu'on présente au public. Moi, j'ajoute juste... Enfin, En fait, je faisais un peu du design d'espace, mais en plus, j'ai apporté cette petite note de poésie qui est toute fraîche
à la scène, en fait. Oui, et j'ai apprécié. C'était une découverte pour moi d'une autre façon de s'exprimer. Et j'avoue qu'effectivement, j'apprécierais davantage de pouvoir faire en vitrine des choses importantes. Alors, comment vous joindre alors? Dites-nous. Alors, j'ai un site qui porte mon nom, elianebardil.com. Je suis aussi joignable sur Facebook et j'ai un Instagram. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment, Eliane, de votre venue sur ce plateau de Love Sisters. Il nous a fallu découvrir vraiment... Vraiment un art peu connu. Hein. Peu connu. Et puis, nous vous souhaitons beaucoup d'inspiration à venir et de nouvelles créations magnifiques. Et faites-nous rêver. Oui, merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie tous. Alors, on vous remercie à toutes les trois. Merci infiniment. On a été gâtés, hein. Vraiment. Vraiment, merci à toi d'être resté. Bon, on a la voix, on a l'écriture, on a la création papier. C'était magnifique. Magnifique. Mais c'est un plaisir. Ce fut un plaisir aussi pour nous. Donc, adieu. On va vas-y, on continue. Addio del passato. C'était dans La Traviata. Bravo. Là, tu peux dire au revoir aux Love Sisters, quoi. Nous, on fait au revoir, tu comprends? Au revoir, les Love Sisters. Non, je t'ai pas demandé de faire érotique. En plus, on fait gronder. Tu fais bien. Arrête. Hein. Alors, moi, je sais mieux le faire que toi, ça. Ah oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors,